Bonjour à tous, Guillaume Pouillet. Donc, comme introduit par Marie, je travaille pour la société Equinix, un acteur majeur du data center dans le monde. Je ne me risquerai pas à dire plus gros en Europe, etc. Et on est 3 gros acteurs autour de la table. On est les plus gros en Europe. Mais de toute façon, on est les plus gros dans le monde. Voilà. On a dit qu'on ne parlerait pas de chiffres, mais bon, voilà. Marie a lancé les hostilités. Néanmoins, aujourd'hui, je travaille chez Equinix, je suis directeur technique, je pilote le sud de l'Europe, donc principalement les pays latins, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Dans notre rôle de développement aujourd'hui, en tant que directeur technique, c'est un peu une partie du scope de Marie qui a expliqué, c'est sur la partie développement du projet. On a vu une énorme évolution du marché, en tout cas de la façon de développer nos projets. Quand j'ai commencé dans l'industrie, c'était il y a à peu près 10 ans. On était avant très time to market, on était très cost per kilowatt, c'était vraiment les drivers de notre industrie. Et on s'aperçoit au fil des années qu'on est devenu des power companies. Et aujourd'hui, c'est un mot qui ressort toujours dans les meetings stratégiques qu'on a, en tout cas en interne, et je suppose que c'est pareil pour mes confrères, c'est qu'aujourd'hui, c'est la chasse au trésor, c'est la chasse à l'électricité. Où est-ce qu'on va pouvoir se raccorder, quelle sera la puissance, la disponibilité, etc. C'est dans tous les pays, dont la France. Et la France qui jouit d'un héritage historique sur le sujet qui bénéficie donc d'un avantage assez compétitif. On en avait parlé pendant les réunions de travail et qu'il faut qu'on préserve absolument. Et donc pour conclure sur cette introduction-là, aujourd'hui la flexibilité c'est, je pense, le cœur du futur développement des data centers pour la simple et bonne raison que si on ne préserve pas cet asset énergétique, on peut mettre en péril le reste du pays sur d'autres activités, mais surtout nous-mêmes, nous ne pourrons pas nous développer. Donc c'est un intérêt commun à travailler activement sur la flexibilité sur l'accès à l'énergie. Voilà. Bon, Hélène s'est présentée, donc je te demande pas de refaire un tour. Donc Guillaume vient un peu de l'évoquer sur voilà, c'est quoi ce qui fait face au monde du data center. Ce qui peut être intéressant, alors Yannick l'a évoqué sur le sujet déformer la courbe de consommation pour coller au moment où on va dire la nouvelle nature de la production. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être, alors je sais pas si c'est Didier ou Yannick qui veut y aller, mais ce à quoi le réseau aujourd'hui fait face comme défi, au-delà de ce sujet que Yannick a déjà développé. Je commence, Yannick. Merci Yannick. Alors, le réseau fait face, et Yannick l'a présenté, à une augmentation de la puissance de raccordement côté consommateur. C'est vrai que depuis l'ouverture des marchés, avec une volonté de décarboner d'abord la production, il y a eu un afflux de demandes de raccordement côté producteur qu'il a fallu traiter, avec d'abord la mise en place qu'on appelait de files d'attente, avec des blocages dans ces files d'attente, et on en est arrivé à se dire il faut changer de modèle avec l'anticipation des capacités d'accueil, avec la mutualisation des coûts de raccordement pour faciliter justement l'arrivée de ces énergies renouvelables. Pendant aussi très longtemps, on ne voyait pas d'augmentation de consommation d'électricité. Il suffit de regarder les courbes. Je retire la partie 2000-2022, mais on était, on va dire, sur une tendance lissée de la consommation, on va dire peut-être même à la baisse avec la sobriété et l'efficacité énergétique. Tous les scénarios, que ce soit ceux de RTE comme de l'ADEME, comme de gouvernement, montrent une augmentation de la part de l'électricité et notamment des consommateurs. Et c'est là où on a un sujet, c'est que les consommateurs, on parle aujourd'hui des data centers, mais il n'y a pas que les data centers. Comme ça a été évoqué, il y a d'autres types de consommateurs. Vous avez les infrastructures de recharge des véhicules électriques, alors qui ne se raccordent pas encore au réseau de transport, mais ça pourrait venir, avec des grosses demandes de puissance de raccordement, qui se raccordent, on va dire, exclusivement aujourd'hui sur le réseau de distribution, mais qui peut avoir aussi un impact après sur le réseau de transport. Vous avez également l'industrie qui doit se décarboner, alors avec des filières type hydrogène, beaucoup de demandes de raccordement de projets d'électrolyseurs qui ont été déposés auprès de RTE. Vous avez aussi en matière de décarbonation, d'électrification, et puis, je l'ai dit, le CCUS, donc la capture ou le captage du CO2 demandera aussi de l'énergie, et notamment électrique. Donc, tous ces nouveaux secteurs d'activité sont en concurrence.
Et aujourd'hui, la règle, c'est premier arrivé, premier servi. Donc s'il y a la capacité, je l'utilise, et puis celui qui est derrière, il attend qu'on crée de la nouvelle capacité, ou il va payer plus cher, ou il attendra, mais dans les deux cas, ça a un coût. Donc, pardon ? Ou les deux, tout à fait. Donc, l'idée qu'on a toujours soutenue à la Commission de régulation de l'énergie, c'est bien sûr favoriser ces raccordements dans le cas de l'accès des tiers au réseau, faire en sorte que le coût de raccordement ne coûte pas trop cher et que les délais ne soient pas trop longs. Et c'est vrai qu'il y a quand même une différence entre la distribution et le transport, entre la basse tension et l'HTB3, où en basse tension, on peut dire c'est quelques semaines, en HTB3, c'est quand même quelques années. Donc, il faut faciliter l'accès à ces raccordements. Il a été mentionné le sujet des raccordements, des offres de raccordement intelligentes, qu'on a toujours mis en place, que ce soit pour les producteurs comme pour les consommateurs. Côté basse tension, je ne sais pas si c'est économiquement rentable, mais sur les niveaux de tension, on va dire moyenne tension, HTA, HTB1, ça peut être aussi très intéressant. Donc, ces solutions de raccordement où, en contrepartie d'un raccordement rapide et moins cher, le consommateur ou le producteur accepte de la flexibilité, donc à un moment donné de baisser sa consommation ou sa production, ça fonctionne et tout le monde aujourd'hui peut faire cette demande. Mais ce n'est pas suffisant. Donc pour aller plus loin, l'idée c'est d'anticiper le développement des ouvrages sur les réseaux de distribution et également sur les réseaux de transport, puisque c'est là où ça prend le plus de temps. Donc pour anticiper, il faut que la CRE accepte qu'on développe des ouvrages, en sachant que pour l'instant, on a simplement des projets de raccordement. Les installations, je ne pense pas que le data center va se construire s'il n'y a pas de raccordement qui est envisagé à très court terme. Donc il faut anticiper ces raccordements, financés, on l'a dit, par le tarif d'utilisation des réseaux publics, d'électricité, le TURP. Et puis, il faut mutualiser aussi ces coûts de raccordement. Est-ce qu'il est normal que le premier ne va pas payer grand-chose parce qu'il y a de la capacité, puis celui qui est tout de suite derrière va payer beaucoup plus cher, etc. Donc, ça a été mis en place avant ce qu'on appelait la loi APER. La CRE a accompagné RTE dans le cadre des premières zones qu'on va appeler de mutualisation. Alors c'est surtout les zones industrielles, Dunkerque, Fos, Le Havre, etc. Et aujourd'hui, on souhaite rendre possible ces questions de mutualisation et d'anticipation sur l'ensemble du territoire français. Donc on a lancé une consultation publique juillet, août, septembre, et pour tout vous dire, la Commission de régulation de l'énergie est en train de délibérer depuis 10 heures. Voilà, j'ai avec moi le projet de délibération qui va être signé donc dans quelques minutes par la présidente, donc pour encadrer au niveau du transport les demandes de raccordement des consommateurs, donc ça concerne bien entendu les data centers, pour accélérer les travaux, permettre à RTE d'anticiper les travaux, là où il y a des demandes de raccordement, et mutualiser, par ce qu'on appelle une quote-part, l'ensemble des demandeurs de raccordement. Que dit cette décision en 2 mots ? Elle demande à RTE très rapidement, avant le 1er juin 2025, donc dans quelques mois, de notifier à la CRE une procédure pour dire comment elle va traiter ces demandes de raccordement, comment elle va venir voir la CRE pour dire voilà le coût des quotes-parts à tel endroit, etc. etc. D'accord ? Avec aussi la transparence, bien entendu, sur les zones qu'elle va développer, sur les coûts des ouvrages à développer et sur le prix de la quote-part. On pourrait applaudir quand même la Commission de régulation de l'énergie. Merci. De temps en temps. Merci. Non. Mais alors, c'est bien. Oui, on l'a fait sur les énergies renouvelables avec la mise en place des S3ENR. Par contre, là, je parle à titre personnel. Attention, on a mis en place un dispositif pour accompagner les ENR. Là, on met en place un dispositif pour accompagner les consommateurs. Puis vous allez me dire, quid du stockage ? Quid des installations mixtes qui sont producteurs et consommatrices ? Donc ça aussi, c'est un danger de pouvoir de saucissonner. J'aime bien ce mot, saucissonner. On saucissonne aujourd'hui. Non, il faut avoir une vision utilisateur. On voit bien que le data center, j'ai vu le petit schéma, si demain il injecte, il sera aussi producteur.
entre guillemets. Donc voilà. Donc il faudra peut-être faire évoluer les choses avec une vision globale d'un utilisateur il y a des moments où il injecte et puis il y a des moments où il soutire. Mais bon, comme vous savez, il y a des codes réseau aujourd'hui européens qui aussi saucissonnent les producteurs d'un côté, ou d'ailleurs les stockeurs vont être intégrés dans le code réseau producteur, je ne sais pas si c'est un bien, et puis il y a un code réseau pour les consommateurs, il y a un code réseau pour les distributeurs, il y a un code réseau pour les lignes directes, etc. Voilà. Donc il faudrait peut-être un jour qu'on ait une vision globale, dire il y a des utilisateurs qui se raccordent au réseau, et il doit payer le turb quand ils injectent, il doit payer le turb quand ils soutirent, parce qu'on doit financer les réseaux, le système, l'équilibrage notamment, et puis permettre à ce que ces utilisateurs puissent facilement se raccorder rapidement et moins cher. Merci Didier pour cette nouvelle, et puis on va essayer de répondre. Mais non, ce que je voulais dire, je me félicite de ce genre d'approche, évidemment, et puis plus on globalise, mieux c'est. Juste pour l'assistance et les gens qui sont un peu plus dans le système électrique, il faut bien comprendre quand on arrive, on a toujours l'impression que ça évolue lentement. Il faut bien comprendre qu'on sort de 30 années pendant lesquelles le système électrique a assez peu évolué physiquement. À peu près au moins 20 années, on va dire, de 1995 à 2015. Donc il y a eu le sujet, il y a 10-15 ans, du renouvelable qui est arrivé et Z3 RENR, mais des nouveaux clients sur du réseau de transport et même sur des réseaux de distribution, il y en avait quand même globalement peu. Là, on vous parle de demandes de connexion. Moi, la file d'attente sur les demandes de connexion pour les data centers, je crois qu'elle est entre 6 et 8 gigawatts. Là, je comprends que c'est 5 d'ici 2035, mais nous, on a des demandes parce que les gens cherchent à s'implanter à différents endroits. Tous les projets ne se feront pas, etc. Mais des demandes de 6 à 8 gigawatts, on aurait dit ça il y a 10 ans, c'était totalement surréaliste. Et ça, c'est que les data centers. On a aussi l'hydrogène, on a aussi la décarbonation de l'industrie à Fos, à Dunkerque, au Havre, etc. Donc, c'est un nouveau monde qui s'est ouvert, et là aussi rapidement, depuis 3-4 ans, et dans le contexte après les crises, etc. Donc je sais bien que c'est jamais assez rapide, surtout pour des industries aussi rapides que le numérique. On n'est clairement pas dans les mêmes échelles de temps, c'est vrai. Ça ne sert à rien de le nier, c'est vrai. Nous, on est des industries de la décennie, voire plus. Donc tout ça, il faut l'adapter. Mais c'est vrai qu'on est toujours entre deux écueils. Un, c'est être en retard, et je comprends qu'on l'est parfois, évidemment. Et d'un autre côté, c'est le risque de coût échoué. Et il y a beaucoup d'énergie et de temps passé, c'est le rôle de la commission de régulation qui valide le programme d'investissement de RTE, mais aussi en interne de RTE, il y a beaucoup de discussions, je vous prie de le croire, sur le risque de coût échoué, de dire on fait cette ligne, on va faire ce truc-là, mais est-ce que vraiment il y a quelqu'un derrière? Est-ce que les projets vont se faire? Est-ce que... etc. Et le souci, c'est juste de limiter la facture, comme l'a dit Joël, et les investissements réseau, c'est un bien commun. Hein. Donc nous, on est un service public, on n'est pas là pour maximiser les investissements, même si certains pensent qu'on est CAPEX ACDIT, en vrai pas du tout. Non, mais je peux en attester autant. Et donc voilà, c'est la même chose pour les interconnexions, c'est la même chose pour pas mal de... C'est des gros projets à impact environnemental. En ce moment, on essaye de passer une ligne à travers la Camargue, hein, quand même, pour relier la zone de Fos. C'est pas pour se faire plaisir, c'est pas parce qu'on a décidé. C'est juste que si les industries se mettent à Fos, parce que c'est un très grand port industriel, c'est une très grande zone industrielle, et qu'elles veulent se décarboner là, parce que c'est mieux pour l'industrie française, nous, notre rôle, c'est d'accompagner ça. Après, il n'y a pas 36 endroits pour alimenter Fos. On va en discuter, on en discute, mais c'est pas simple. Et donc voilà, c'est juste pour comprendre les différents pans et le fait que c'est un vrai mouvement historique. Hein. Il y a eu les années 80-90, le plan nucléaire, l'industrie française à l'époque, etc. Depuis 10-20 ans, l'histoire, c'est quand même pas une grande croissance de l'industrie en France, malheureusement. Je ne suis pas là pour m'en féliciter, mais c'est ça l'histoire. Et en termes d'alimentation électrique, en plus, il y avait très peu de gros projets. Donc on rentre dans une nouvelle ère, il faut qu'on adapte les règles. Je me félicite que la CRE le fasse. Il faut qu'on adapte les règles, mais croyez bien que tout le monde est mobilisé là-dessus pour le faire. Après, ça renvoie... Je peux parler longtemps aussi. Et puis après, je vais passer le micro. Non, je voulais vous communiquer quelques chiffres. Donc, je vous ai dit qu'on avait commencé à mettre en place une mutualisation justement de quelques zones industrielles. Ça correspond à quoi? J'ai noté, c'est 12 gigawatts de créer, de capacité d'accueil pour des consommateurs uniquement. 12 gigawatts. 12 000 mégawatts. Parce que tu parles en méga, moi je parle en giga ou en téra. Donc 12 gigawatts ou 12 000 mégawatts
qui ont été créés justement pour accueillir des data centers, de l'hydrogène, un petit peu de tout. Ça correspond à une quote-part, ça vous intéresser, de 69 kg par mégawatt. Hein, et ça représente 1,7 milliard d'euros d'investissement, donc financé par le TURP, et qui va être payé au titre de cette quote-part. Et ce que je voulais préciser également, c'est que ces 500 millions de renforcement qui ne sont pas payés par les consommateurs au titre de la quote-part, qui restent à la charge du TURP, comme aujourd'hui tout utilisateur, les renforcements sont couverts intégralement par le TURP. Donc il y a quand même une partie qui est quand même couverte par le TURP. Je suis toujours un peu insistant. Oui, on va passer le micro, on peut le faire longtemps. Non, mais juste pour que vous ayez les ordres de grandeur, 12 gigawatts, c'est 20% de la pointe de consommation aujourd'hui. On est en novembre, hein, il ne fait pas encore très froid, mais aujourd'hui, la pointe de consommation française, c'est 60 gigawatts ce soir. Donc 12 gigawatts de plus, c'est 20% en plus. Moi, je pense laisser la parole, mais juste là, du coup, la question, c'est bien celle-là. C'est ces 12 gigawatts, il faut les optimiser entre les différents acteurs, dont les data centers, qui sont présents là, et qui vont parler maintenant de leur livre blanc. Moi, j'avais juste une question, peut-être Hélène, du coup, ou Marie, ou Guillaume. Parce qu'en fait, on a parlé, en fait, les priorités des data centers ont changé. En fait, la question, c'est, j'aimerais juste rembobiner un peu, c'est pourquoi. C'est-à-dire, on aurait essayé de... Alors déjà, on n'aurait pas réussi à faire cet événement-là il y a 2 ans. Mais on parle toujours du data center, mais en fait, il y a plein de data centers. Donc ça serait peut-être intéressant d'avoir un data center dédié à l'IA. C'est pas un data center dédié à autre chose, pour caricaturer. Et puis sur, peut-être, je regarde Hélène, parce que c'est un peu un débat qu'on a, enfin une discussion qu'on a souvent avec les adhérents, c'est le changement de taille et de nombre. Non, mais il y a peut-être 2 sujets, moi, que je pense qu'il serait intéressant qu'on partage. Et alors, Guillaume et moi, on peut se répartir. Il y a le sujet peut-être juste des raccordements. Et on parlait de planification 2 minutes. Ça, c'est un sujet. Pourquoi c'est plus compliqué et que c'est peut-être un serpent qui se mord aussi un peu la queue. Donc, c'est le sujet de la planification. On en parlait hier avec Yannick et Didier. Et voilà, donc ça, c'est peut-être un sujet qu'on peut prendre entre tous les deux. Et l'autre, c'est effectivement, je pense, les acteurs du data center. Il y a 2 sujets. Il y a les acteurs du data center. Ce serait bien de revenir aussi les différents types d'acteurs qu'il y a. Nous, on est des opérateurs de data center. Il y a des opérateurs de cloud. En plus, je crois qu'on en a dans la salle, il me semblait. Enfin, je ne sais pas, ils sont venus. Mais pour comprendre les leviers par rapport à la flexibilité. Donc ça, c'est un autre sujet qui, à mon avis, est intéressant de discuter, de se remémorer quels sont les leviers chacun qu'on a en fonction de notre métier. Et l'autre sujet qui est encore un peu plus complexe, c'est un décès d'IA versus un décès de compute. On peut en parler. Voilà. Donc il y a peut-être ces 3 sujets. On peut, entre Guillaume, moi et Valérie, on peut peut-être juste vous éclairer sur ces éléments de notre métier, parce que ça a des implications directes avec les sujets dont on discute. Donc je ne sais pas, Guillaume, je te laisse le choix. Question pour un champion. Tu veux que je couvre lequel sujet ? Les usages en premier ? Les usages et nos clients ? Les usages de nos clients, parce que c'est vrai que Marie l'a à très juste titre souligné, nous ne sommes qu'opérateurs data center et en fait on a, je vais exagérer, mais on a 0 serveurs qui nous appartiennent. On n'a pas d'informatique. On a des gros bâtiments industriels qui ont une électricité très fiable, très stable, redondée. On a pareil en refroidissement, mais en fait je n'ai pas un serveur informatique dans le bâtiment qui m'appartient. Donc j'ai aucune maîtrise sur les usages. Mais par contre, quel type d'usage on va accueillir dans nos bâtiments ? Et ça c'est intéressant. Il y a peut-être 3-4 grandes catégories. On va essayer on va mélanger quelques-unes. On va s'arrêter à 3 catégories. Il y a tous les usages. On va prendre le plus moderne, l'IA. L'IA, il y a déjà 2 modèles d'IA qui vont exister. Il y a de l'IA de génération, il y a de l'IA d'apprentissage. L'IA de génération, on va l'utiliser un peu au quotidien. C'est l'usage dont on va avoir besoin dans nos usages du quotidien. On le voit que de plus en plus d'ordinateurs sont connectés à l'IA, nos téléphones, etc. Copilot, si on cite une marque, il y a Gemini pour un autre opérateur. Donc il y a beaucoup d'IA qui vont exister et ces IA-là, il faut qu'elles soient disponibles au quotidien, ça fera partie de nos outils du quotidien. Donc ces outils-là vont rentrer dans la catégorie avec des service level agreement qui seront identiques à l'informatique du passé, c'est-à-dire ça ne s'arrête jamais. Voilà. Il y a un autre type d'IA qui va être l'IA qui va plutôt commencer à générer des modèles, etc., qui lui, potentiellement, c'est un tout nouvel usage qui va remettre un peu en question nos infrastructures, notre façon de développer, etc. C'est des data centers qui peuvent être plus loin des centres-villes, qui sont moins connectés, qui ont besoin d'un peu moins de résilience, etc. Ça va aussi rebattre un peu les cartes du data center. Mais il faut imaginer que cette partie-là est déjà très nouvelle dans le mix qu'on évoque aujourd'hui et restera néanmoins minoritaire.
Et même ces data centers-là qui demanderont un niveau de service un peu plus faible, quoi qu'il arrive, ça sera un service très élevé par rapport à la majorité des autres industries. Et il reste un dernier type d'usage, c'est les anciens clients, on va dire les clients historiques. Ça va être les systèmes de banque, les communications, tous ces usages-là, même les clouds, qui eux sont des systèmes qui sont proches des villes parce qu'ils sont interconnectés à énormément de services fibres, ils sont disponibles, il y a beaucoup d'opérateurs manuels qui viennent dans ces data centers-là, et donc eux, ils vont être très proches des villes, consommateurs d'énergie aussi, et surtout ultra résilients. Donc la flexibilité, elle va être un peu difficile à mettre en œuvre parce qu'il va falloir jongler entre ces différents profils de clients, redesigner nos bâtiments en fonction des clients, en fonction de la flexibilité. Et donc ça va être on va dire le premier challenge quand on regarde l'aspect client de comment initier cette démarche-là. Mais je pense que la flexibilité, et là je vais laisser du coup la parole à Marie sur ce sujet-là, la flexibilité en fait dans le data center a commencé bien avant, c'est où on va implanter le data center et comment on le raccorde. Et ça Marie, Oui, alors peut-être pour les gens qui me connaissent, moi je suis très pragmatique, un peu trop parfois, mais ça fait des débats quand même. Non, parce qu'en fait, nous, notre rôle, c'est quand même d'essayer de comprendre ce que les tensions sur le marché en France, par exemple. Donc on écoute, on comprend, et puis c'est un enjeu de compétitivité pour nous parce qu'il faut qu'on développe. Voilà, c'est de comprendre les enjeux environnementaux, parce qu'on peut parler de flexibilité, ce serait intéressant de se dire chaque flexibilité, c'est quoi l'impact scope 3 ? Parce que là, on parle beaucoup de... Enfin voilà, donc en fait, nous, on essaie de comprendre l'ensemble des enjeux qu'on a et proposer une solution pour quand même délivrer au plus vite un data center pour que nos clients finaux délivrent des usages à chacun d'entre nous. C'est ça la réalité. Hein. Je veux dire, nous, on n'a rien d'autre. On est un passeur, on est quelqu'un qui agrège une sorte de différentes contraintes. Et par rapport à ça, et je reviens sur la planification et ce que disaient aussi un peu les zones de mutualisation, bon, c'est vrai, on s'entend, je pense qu'on s'apprécie, on se respecte, on s'entend très bien. Après, on est compétiteurs. Et donc, en fait, on va tous essayer de vendre des data centers le plus rapidement possible à nos clients finaux. Voilà. Et l'enjeu actuel a beaucoup changé depuis 7 ans, les critères de positionnement des data centers. Et je vais revenir 2 minutes sur l'IA, parce qu'en fait, ce n'est pas si blanc et noir, on va en parler, ont beaucoup changé. Il y a quelques années, et Valérie pourra en parler, ça a été la fibre. Ce qu'ils ont fait à Marseille, ça a été vraiment... voilà, l'enjeu, c'était la fibre. Ils y sont allés, ils ont développé Marseille de façon importante. Après la fibre, c'était un peu moins important parce qu'on a trouvé des technologies pour être plus efficaces, pour s'éloigner un petit peu. Donc voilà, ça a été moins le cas. Ça a été les terrains. À un moment donné, on ne trouvait pas de terrain. Et maintenant, la nouvelle contrainte, c'est le power. Vraiment. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, nos clients finaux arrivent à développer d'autres solutions pour gérer d'autres contraintes. Et nous, ce qu'ils nous demandent, c'est d'aller là. Et je ne parle même pas de l'accessibilité, de la proximité au centre. Et je ne parle même pas, parce qu'on ne sait pas si c'est de l'inférence, on ne sait pas si c'est du training. En fait, on ne sait rien parce que je pense qu'ils ne savent pas. Donc nous, on nous demande beaucoup de flexibilité. Par contre, on nous demande une chose, c'est de délivrer le plus tôt possible. Ça reste le maître mot. Donc en fait, on essaie, et RTE est très 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 sollicité, je pense, par tout le monde en ce moment, pour essayer d'avoir l'info, de savoir où on va se positionner. C'est ça la réalité. Et donc en fait, les zones de mutualisation, même si nous, on les comprend intellectuellement, je pense que tous, on comprend intellectuellement qu'il y a un intérêt à ce qu'on soit plus efficace, voilà, qu'il y ait une efficacité économique, environnementale, etc. La réalité, c'est que si on n'a pas cette vision, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que nous, ça va être compliqué de nous dire, tiens, on va tous se mettre ensemble, là, tous les trois, et se dire, super, on va aller développer au Havre. Je peux vous dire que ce n'est pas les discussions qu'on a. Donc nous, on va essayer de chercher, de savoir où est dispo l'électricité. Donc il y a une réflexion. Je n'ai pas la possibilité, mais l'enjeu concurrentiel en ce moment sur notre marché, c'est quand même aussi sur justement avoir cette information de où ce que ça peut être. Et c'est important de le garder en tête parce qu'on n'est pas une infrastructure. Le jour où tout sera mutualisé, on sera une infrastructure peut-être un jour semi-publique, semi-privée. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Nous sommes des entreprises concurrentielles. Et ça se joue beaucoup en ce moment sur la disponibilité du power. C'est pour ça aussi, et je reviens pour faire la transition, juste sur l'IA, parce que nous, on le vit au quotidien. Nous, actuellement, nous on a 20 projets en Europe. Il y en a 8 qui sont fléchés IA. C'est-à-dire il y en a 8 sur lesquels on développe des nouveaux designs, qu'on appelle le direct liquid cooling, c'est pour faire de la haute densité. Mais je peux vous dire qu'en fait, nos clients nous demandent de la flexibilité sur les designs parce qu'ils ne savent pas actuellement si ça va être pour de l'inférence, pour du training, parce qu'eux-mêmes ne le savent pas en fait. C'est qu'ils sont en train de développer les architectures autour de ces nouveaux usages. Donc il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment. Vous n'avez qu'à regarder les chiffres. Designer pour 3 gigas ou pour 7 gigas, c'est quand même pas la même chose. Enfin, ou de 3 à 7, je veux dire, sur les multiples. Donc il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus aussi. Qu'est-ce que l'inférence, pour ceux qui ne savent pas ? Non, la fin, c'est ce qu'expliquait Guillaume, c'est-à-dire que dans les nouveaux data centers d'usage, il va y avoir un jour
des data centers qui sont spécialisés pour faire des modèles, mais ça existait, enfin je veux dire ça existe, il y a plein de gens qui l'utilisent depuis très longtemps, des modèles mathématiques qui vont créer des modèles mathématiques et qui sont théoriquement, comme ça, intellectuellement, on se dit qu'on peut les arrêter. Mais la réalité, c'est ce qu'explique Guillaume, aucun de nos clients nous disent on veut moins de continuité de service. Moi, j'adorais qu'ils me disent Marie, c'est bon, enlève les groupes électrogènes, ça nous simplifierait la vie. On n'irait pas, enfin, sauf Eneria qui est là, ce serait pas terrible. Xavier, désolé, mais ce serait génial. Et ça nous ferait. Enfin, vous voyez, donc c'est pas qu'on veut pas, mais c'est qu'en fait, il y a une réalité marché, parce qu'il faut pas oublier que derrière, c'est nous, en tant qu'utilisateurs, qui impose cette continuité de service. Voilà, donc c'est juste pour revenir là-dessus, il y a un sujet effectivement sur les raccordements et les zones de mutualisation dont vous en parlez, qui n'est pas extrêmement simple, en tout cas parce que même si, encore une fois, il y a du respect, il n'y a pas de transparence, et c'est un peu normal parce qu'on est dans un milieu compétitif, donc il faut trouver la bonne façon pour essayer de donner de la visibilité à RTE sur des zones potentielles sur lesquelles on pourrait s'implanter. Globalement, j'allais dire, les acteurs, mais c'est pas simple. Et je reviens juste sur un sujet qui, à mon avis, est extrêmement bien et qui est là où il faut qu'on mette le focus. J'en suis moi, c'est sur la capacité RTE à avoir des chiffres les plus précis possibles. Et c'est ça leur difficulté, c'est ce qu'expliquait. Et on revient sur la PTF et les critères de la PTF, juste sur le raccordement. Parce que ça, c'est extrêmement important. Et en ce moment, ce qu'on voit, et nous, on en souffre aussi, je pense, beaucoup, c'est qu'il y a pas mal de spéculation foncière, de spéculation de gens qui font de la spéculation sur l'électricité, sur les terrains, pour après finalement le vendre à des gens comme nous ou d'autres, dont c'est le vrai métier. Donc voilà, donc dans les 6 mois à venir, je pense que déjà travailler sur la PTF, les critères de PTF pour que RTE, la CRE comprennent mieux nos enjeux et les chiffres, à mon avis, c'est déjà un enjeu sur lequel on peut travailler, on peut arriver. Après, les zones de mutualisation, c'est à discuter, mais c'est moins simple, il me semble. Enfin, je ne sais pas, Guillaume ou Valérie, ce que vous en pensez. Mais ce qui est sûr, c'est que si on est tous au même endroit, sur le même terrain, avec le même power, on n'a plus d'avantage compétitif pour personne. Enfin, voilà, on est tous les trois au même endroit. À la fin, ça reste des bâtiments avec des clims, des groupes électrogènes. Voilà, c'est ça. On ne développe pas de la même façon, on n'a pas tous les mêmes stratégies, on n'a pas tous les mêmes clients. Enfin, on en a en commun, mais on n'a pas tous le même portfolio de clients et la façon dont on les connecte. Donc forcément, si on est tous au même endroit pour faire la même chose, ou alors on fusionne tous ensemble. Je pense qu'on serait hyper bon. Ah, un monopole. Juste pour résumer un petit peu cette première partie, je pense que c'est très intéressant en fait là. On a eu les 2 points de vue, on va dire, des data centers d'un côté et puis du réseau de l'autre, avec une volonté ultime de se dire il n'y a qu'un seul système électrique français qui doit être compétitif par rapport à d'autres pays pour attirer des data centers, mais avec des contraintes qui sont quasi réconciliables, quoi, on va dire. Enfin, compliquées de réconcilier, en particulier dans les data centers. Et je pense que c'est ça qu'on s'est presque positionné exactement comme il faut, on va dire. Mais je veux dire, c'est tout ce qu'on a essayé de passer dans ce rapport, c'est cette idée que c'est très complexe en réalité et qu'il faut tout l'écosystème autour de la table. Ça, c'est la première chose. Je voulais dire une deuxième chose, mais j'ai oublié. La deuxième chose que je voulais dire, oui, c'est ça, c'est l'intérêt de la contrainte qui est le 12 gigawatts ou bien du réseau électrique qui devient la contrainte principale pour les consommateurs, avec cette question de à combien on aura côté data center, droit, entre guillemets. Et donc, en fait, je rappelle ce qui était important, à mon sens, qui est que le data center est quelque part au maximum de ce qu'il peut côté électrification, par définition. Il est efficace énergétiquement. Et donc, c'est pour ça qu'on avait abordé ce sujet de la flexibilité qui était le next step ultime, ultra complexe. Et donc voilà. Et donc on voit bien que les contraintes sont énormes d'un côté, les contraintes sont énormes de l'autre, et que il va falloir discuter sur cet ensemble de contraintes pour arriver à être particulièrement attractif sur le territoire français. Je vais peut-être juste compléter. En fait, je pense qu'il y a des solutions. Enfin, on n'est pas en train de dire, je pense qu'il n'y a pas de solution. Théoriquement, il y en a beaucoup. Et même d'un point de vue pratique, il y en a sur lesquels on travaille déjà. Et quand on a fait EcoWatt Rouge, on était prêts à s'effacer. Enfin, on avait tous travaillé. Non, mais oui, mais je me permets, c'est qu'en fait, on était prêts parce qu'en fait, on a compris l'intérêt. Faut pas penser qu'on ne comprend pas l'intérêt. Enfin, je veux dire, on comprend l'intérêt de tout ce qu'on fait.
Donc en fait, il y a des solutions. Le sujet, je pense quand même, c'est si on veut avoir des solutions à court terme efficaces, c'est peut-être mieux comprendre les sujets et développer des leviers, enfin des solutions ensemble qui sont plus applicables rapidement que d'autres. En fait, c'est surtout ça l'enjeu de la flexibilité, à mon avis. Hein. C'est pas, encore une fois, on travaille dessus, on veut la faire, vraiment. Et c'est pas parce qu'on est forcé, c'est parce qu'aussi on comprend l'intérêt tous. Maintenant, il faut être, à mon avis, un peu plus pragmatique. Et je reviens juste sur un sujet qui est par rapport aux différents acteurs de data center et aux responsabilités sur la flexibilité. Guillaume l'a très bien dit, dans un data center, à peu près, on va dire 60% à 70% de la consommation électrique, c'est le serveur sur lequel les opérateurs de data center, donc nous trois, on n'a pas la main. Et on a des contrats extrêmement forts de confidentialité, de sécurité, sur lesquels qui ne nous donnent aucun accès à ça. Donc des opérateurs de cloud, eux, vont avoir la main sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ils pourraient faire ce que tu appelles la flexibilité géographique. Nous, ce n'est pas un levier qu'on a. Par contre, une flexibilité sur du storage sur site, des batteries, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, comment on nous accompagne, ou même l'effacement, c'est facile. C'est pas facile, mais on pourrait le faire. Il faut regarder le temps, on pourrait le faire, regarder les conditions. Mais c'est des solutions qu'on sait faire. Par contre, comment on nous accompagne d'un point de vue environnemental ? Comment on nous accompagne d'un point de vue développement ? Donc je pense que c'est surtout le sujet de, on le rappelle, mais on veut le faire. Je redis ça pour Didier. Mais on est dessus. Enfin, on comprend l'intérêt, etc. On veut le faire. Mais par contre, je pense qu'il faut maintenant, et comme tu le disais très bien, regarder les solutions qui sont les plus rapides et les plus à mettre en place et les plus intéressantes à la fois pour le réseau et pour nous, quoi. Juste un simple témoignage pour insister sur le déplacement temporel et géographique, c'est là où on a besoin aussi de la filière, c'est la difficulté d'accès à la donnée. C'est un espèce de running gag qu'on retrouve dans pas mal de secteurs, mais alors je remercie à nouveau Eaton parce qu'en fait ce livre blanc il est librement inspiré d'un rapport d'Eaton d'il y a quelques années. Et on a vu quelques chiffres où Microsoft, supposément, disait entre 30 et 50% de la charge IT est déplaçable. J'en sais rien du tout. Enfin, et c'est là où on a besoin. La réalité, c'est 1 à 2%. Ils vont te le dire oui, parce qu'ils vont parler de leur trajectoire carbone. Ils vont te dire c'est super, on va mettre ça. Mais en fait, la réalité, elle est très très loin de ça. Mais on a besoin de ces informations. C'est pour ça que l'avancée, c'est aussi se dire ça, c'est pas possible. C'est non, ouais. Non. Et puis Joël, je pense qu'il faut être un peu humble dans l'approche aussi, parce que le sujet que tu dis, c'est le problème de la directive européenne sur les gens qui commencent à reporter sur l'IID qu'on appelle, tout le monde est en train de reporter sur les consommations énergétiques. Et c'est pareil, on nous demande, nous, opérateurs de data center, d'aller chercher les informations sur le trafic Internet et sur les données de nos clients dans nos data centers, avec qui on a des contrats qui nous interdisent de le faire. Donc, je veux bien qu'on essaye, nous, ici, de changer le monde. Bon, après, il faut discuter au niveau de l'Europe de comment on peut changer le monde. Mais je pense qu'avant ça, il y a des solutions. Encore une fois, on a des leviers. Il y a des leviers qui existent et des leviers qu'on peut mettre en place, ensemble, en France, de façon très pragmatique. Et je pense que c'est peut-être là-dessus qu'il faut d'abord se concentrer avant de se dire qu'on va essayer de changer nos contrats avec des clients américains. Enfin, on peut essayer de discuter, hein, mais voilà. Moi, pour aller dans le sens de Marie, on n'a aucun contrôle sur nos clients et on ne l'aura jamais. Enfin, il faut pas. On pourra même. Je me souviens d'une discussion qu'on a eue en Espagne avec le distributeur électrique qui demandait est-ce qu'on peut les éteindre leurs serveurs. Non. Et ça, c'est évident. Par contre, je pense que quand on va plus loin dans la flexibilité, je pense que le dernier aspect à regarder finalement, c'est les clients parce que c'est pas directement chez nous. Ça doit faire partie de la trajectoire. Il faut qu'on travaille ensemble, mais c'est pas le premier élément qu'il faut regarder. C'est quand on va parler d'effacement, il y a l'effacement par groupe électrogène, où on se mettrait sur groupe électrogène, où on stocke un peu d'énergie, on fait fluctuer la charge cooling, ce qui représente que si la base IT c'est 1, la base cooling derrière elle va être entre 0,1 et 0,3. Donc on peut éventuellement faire du stockage d'énergie froid, etc. et moduler ça, mais la base 1 elle va pas tellement changer. Je pense que là où on peut faire plus d'effacement, c'est peut-être repenser un peu l'intégration du data center dans les villes. Aujourd'hui on a été très dans les villes, après on a été poussé à l'extérieur des villes. Est-ce que c'est pertinent d'être à l'extérieur des villes quand on sait qu'on rejette de la chaleur fatale? L'ADEME aujourd'hui, à travers la DRIAT, etc., nous impose la récupération de chaleur, ce qui est un très bon point, et on est beaucoup à le faire aujourd'hui. Nous, on a un data center qui est raccordé à Saint-Denis, qui a chauffé notamment la piscine des Jeux Olympiques, donc ça marche, on l'a fait, et aujourd'hui c'est fonctionnel, et c'est un modèle qui peut marcher, mais du coup, il faut qu'on arrive
peut-être aussi imaginer l'effacement complètement indirect en disant, bah écoutez, je consomme 5 MW sur ce site-là, mais derrière j'efface 5 MW de chauffage pour les habitants de la ville. Et donc en fait, il va falloir qu'on aille très large dans le spectre de transfert d'énergie. Et en fait, on n'a pas consommé 5 MW, on a effacé chez eux le chauffage électrique et éventuellement du chauffage fossile, ce qui c'est plus le même raisonnement, mais on efface ailleurs pour d'autres usagers, d'autres consommations. Il faut aussi l'imaginer comme ça. Peut-être, avant de te donner la parole, c'est peut-être je regarde Yannick sur la maille de l'effacement. C'est un peu, je connais pas par cœur ta présentation, mais c'est des sujets de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Pour la partie dont je parlais, qui économiquement, globalement, est plus importante que la partie réseau, même si je comprends bien que les contraintes opérationnelles aujourd'hui, elles sont sur le réseau. Ce dont on parle justement, c'est bien de 1 à 2 heures, essentiellement. C'est-à-dire, si je regarde, mais encore une fois, c'est un enjeu de compétitivité aussi. Pour le coup, c'est pas un discours que j'espère trop théorique, mais c'est les prix spot. Après, à vous de voir avec vos fournisseurs, etc., pour négocier les prix. Mais en attendant, aujourd'hui, les prix ils sont à 150 à 18 heures. Ils sont à 80, 90, 1 heure avant, 2 heures avant. Et ils retombent à 80, 90, 2 heures après. Donc essentiellement, c'est ça, c'est éviter 1 à 2 heures le soir. L'hiver, ça peut être 2-3 heures le matin au maximum. Mais en jouant sur 1 heure, on gagne 20-30% sur les prix de l'électricité. Ça, c'est aujourd'hui, c'est pas la vision 2030. En 2030, ce sera plus. Et c'est quasiment vrai à toutes les saisons. C'est vrai l'hiver, c'est vrai l'été, etc. Donc après, j'entends bien qu'il y a une répartition des rôles, etc. Mais il y a un intérêt économique quand même à le faire. Donc moi, je ne suis pas là pour dire dans la chaîne de valeur qui peut le faire, mais au bout du bout, il y a quand même cette valeur-là à ramasser si on peut décaler. J'entends qu'on ne peut pas tout décaler, et c'est vrai partout. C'est vrai dans le tertiaire, il ne s'agit pas de dire on décale tout. De toute façon, ça pose comme l'a dit Marie, on a problèmes. été capable de le faire là, dans la période très critique. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la plupart de ces gros clients, qui sont les gros consommateurs, donc on ne parle pas des petits acteurs, enfin des petits consommateurs, je pense que le sujet n'est pas là, ils sont tellement gros consommateurs qu'ils nous demandent une méthode qui s'appelle de passe-through. Donc en fait, in fine, ce dont vous parlez, le prix du spot qui est plus élevé en ces périodes de tension, c'est eux qui vont en bénéficier in fine. Donc c'est pour ça que quoi qu'on fasse, il faut absolument adjoindre nos clients. Si on fait de l'effacement, il faut aussi à un moment donné qu'on prévienne nos clients. Généralement, on ne fait pas une seule maintenance sans les avoir prévenus 15 jours avant, etc. Donc tout ça, c'est aussi des éléments, et encore 15 jours, je suis gentil, c'est aussi des éléments importants à prendre en compte. C'est-à-dire que si on veut faire de l'effacement de ce type, où on connaît des périodes de pic, etc., ça s'organise tellement en amont que je ne sais pas si c'est compatible. Parce que ces clients-là, le fait de passer sur groupe électrogène, c'est à la fois transparent et pas transparent pour eux. Ils ont besoin de savoir, parce que leurs serveurs, malgré tout ce qu'on met en place de redondance, de passage d'abord sur les batteries, ensuite les groupes, etc., la temporisation, in fine, ils vont quand même avoir un impact sur leur activité, les activités de leurs serveurs. Et comme le disaient Guillaume et Marie, comme de toute façon, c'est la disponibilité, elle doit être de 99,99999% du temps, c'est-à-dire qu'il vous reste à peu près un quart d'heure par an, j'en sais rien, je ne me rappelle plus le calcul exact. C'est là en fait où le problème en tout cas de la flexibilité des usages dans la journée ne saura se résoudre sans une flexibilité type géographique, etc., de nos propres clients. Alors encore une fois, là, il n'y a que la colocation, ce n'est pas représentatif de toute l'activité data center. Nous, on fait un métier très particulier où effectivement les serveurs ne nous appartiennent pas. En revanche, il y a d'autres acteurs qui sont, eux, plus en maîtrise. Ils ont leur propre data center, les entreprises, etc. Elles peuvent être en maîtrise de dire, voilà, je produis plus la nuit, le jour, et l'activité informatique va fonctionner également de la même manière. Et peut-être pour compléter, par rapport à ce que dit Yannick, nous on le comprend, on comprend tous intellectuellement l'intérêt économique de compétitivité par rapport à essayer d'être sur des... Mais ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, et c'est très étonnant, mais que le choix de nos clients, parce que nous on travaille beaucoup des clients qui nous demandent de s'implanter, c'est pas le choix, c'est pas le critère principal. Leur critère principal de décision n'est pas à ce niveau-là d'un point de vue économique. Alors, on ne connaît pas, on n'est pas dans leur petit secret mais on voit que c'est pas, ce qui est très étonnant, parce qu'on pourrait le dire, on pourrait se dire, bah oui, mais l'énergie, bah non, il y a d'autres, a priori, contraintes qui sont tellement plus fortes
que ce n'est pas encore un levier suffisamment important, vous voyez ce que je veux dire, pour eux, pour nous dire, OK, on va changer vos contrats, vous savez quoi, on va vous autoriser à faire, enfin, on va assouplir les règles et on va pouvoir faire... nous-mêmes, parfois, on se dit, c'est étonnant quand même. Et ben, en fait, mais même quand vous regardez en Europe, par exemple, on pourrait se dire, de temps en temps, le prix de l'électricité sur les pays est un élément, c'est sûr, décisionnel, mais on se rend compte, avec toute l'incertitude qu'il y a maintenant et toutes les contraintes, que parfois c'est contre-intuitif, ils vont quand même aller développer dans un pays où l'électricité est moins verte et plus chère. Donc c'est pas ce que vous dire, vous voyez, c'est pas si simple que ça. Et c'est, mais par contre, moi, en vous écoutant tout à l'heure, et c'est vrai que ça m'a remis en relation la notion quand même de temporalité. Il y a peut-être des choses qu'on peut travailler au niveau des opérations quand même. Alors c'est pas beaucoup, hein, mais pour quand même certaines opérations, vous voyez, les retravailler. Et ça, on peut en discuter avec les clients, de revoir un petit peu des modes parfois d'opérations pour alléger certaines parties de la journée. Il y a peut-être des sujets quand même là-dessus sur lesquels on peut affiner et être un peu meilleur. Oui. Juste pour clarifier, dans les différents types de flexibilité que Joël a représenté, évidemment, le jour où on a une alerte EcoWatt, qui était le risque il y a 2 ans, là on discute pas de la même façon parce qu'on est sur une question de sécurité d'approvisionnement et l'alternative c'est de mettre dans le noir certaines villes de France, etc. Donc c'est des situations d'urgence et effectivement là on demande un effort plus important. On ne peut rien exiger mais on demande un effort, on essaye d'alerter là-dessus. Là on ne parle pas de ça. Là on parle de flexibilité du quotidien et cette flexibilité, on en parle avec le secteur tertiaire, on en parle avec les résidentiels, on en parle avec l'industrie, bien sûr. Et on regarde aujourd'hui la part que les data centers peuvent faire. L'idée, c'est que chacun peut faire. Moi, j'aime bien la formule des Jeux Olympiques. Hein, si vous vous souvenez, levez-vous si vous le pouvez. Soyez flexible, décalez-vous si vous le pouvez. On essaie juste de mettre un coup de projecteur en disant si vous pouvez, il y a de l'argent à gagner et c'est intéressant pour tout le monde. Donc voilà, la part qu'on peut. Il ne s'agit pas de tout décaler, il n'y a pas d'injonction, etc. C'est totalement libre. Et c'est d'ailleurs pas RTE qui envoie le signal. Nous, on éclaire le fait qu'il y a un intérêt et individuel et collectif à le faire. Donc pour la partie qui peut l'être, c'est dommage de ne pas le faire. Même s'il y a un petit investissement de stockage de froid, de chaud, etc. Moi, je crois beaucoup au thermique notamment. Après, sur le process numérique, évidemment, il y a toutes les difficultés que vous citez. Mais c'est une évolution qui va être mondiale. Donc ça ne veut pas dire que ça passera aujourd'hui, mais il faut comprendre que ce qu'on a là, il y a la même structure de coût en Californie, il y a la même en Australie, il y a la même en Allemagne. Hier, c'était à 1 000 € du mégawattheure à 19h. Les Allemands, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil en ce moment. Ce soir, ils sont encore à 400 en spot, il faut regarder l'infrajournalier. Donc ce pic-là, pour ceux que ça intéresse, il y a une application RTE, c'est pas de la pub, hein, c'est gratuit, mais économique, si vous permet de voir le système électrique, vous avez les prix tous les jours. Regardez, en ce moment, là, depuis une semaine, il y a des pics monstrueux, tout le nord de l'Europe, en Allemagne, et le pic, il dure 1 à 2 heures. Hein. Quand je vous dis, c'est pas un problème de journée compliquée. Avant, on avait des journées compliquées. Maintenant, de plus en plus, on a des moments compliqués qui sont relativement courts. Donc, quel que soit votre usage, que ce soit du froid, que ce soit du chauffage, que ce soit du process, si vous pouvez le décaler d'1 heure, ça va évidemment pour toute la recharge de ce qui est sur batterie, etc. Tout ce qu'on peut décaler d'1 à 2 heures, le gain économique, il est là, et c'est un gain sur les besoins de dimensionnement du système. Donc on est là juste pour éclairer ça, mais je pense que ça va être mondial. Ouais, je pense que ce point-là, et revenir, Yannick, sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que pendant 30 ans, la flexibilité avait disparu du discours ambiant, entre guillemets, que c'était le cas avant, et que finalement, on a plutôt pris du retard par rapport à d'autres pays. Nous, ce qu'on voit, alors là, je parle plus, désolé, à titre Schneider, plus que Jimelec exceptionnellement, c'est que dans certains pays, alors si on prend les US, c'est juste, si on veut s'approvisionner, il va falloir qu'on réfléchisse flexibilité aussi dans certains États. Et donc, en fait, quelque part, ils nous demandent, nous, en amont, dans les architectures, ce sujet-là, en fait, parce que c'est ça ou le blackout, hein, quelque part. Dans d'autres pays, ça va être peut-être demain soit des questions de blackout, soit des questions de prix, parce qu'à un moment donné, quand ça va atteindre des niveaux, ils vont peut-être commencer à en parler. En tout cas, vos clients, ou en direct, quand ils s'installent en direct. En France, on va dire, on a un peu plus de temps potentiellement, et c'est un peu plus dans le confort, parce que notre système électrique demande moins à l'instant T, quoi. Et on voit bien que ça va augmenter dans le temps avec les contraintes, avec l'électrification des usages. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu en retard aujourd'hui, pour de bonnes raisons. Il ne faut pas qu'on le soit demain. Les bonnes raisons étant que le système électrique français était particulièrement résilient. C'est pour ça que je dis que l'événement de 2022 a un peu secoué tout le monde sur le sujet de la flexibilité.
Mais pour autant, on commence à le voir dans d'autres pays, dans les data centers, parce que c'est juste une question d'existence, en fait. Voilà. Alors là, on en est plus toujours à se dire comment est-ce qu'on peut contribuer au système électrique et comment est-ce qu'on peut faire notre part, en fait, des problématiques que peuvent rencontrer le système électrique. On n'est pas au même niveau, mais ultimativement, on va dire, un jour, on va dire, si on voit l'évolution du système électrique, on sait bien qu'on va arriver à ces mêmes problématiques, quoi. En fait, c'est le propre de la gestion d'un système électrique proche de ses limites. Aux États-Unis, on a vu la Californie, qui a eu des coupures importantes, etc. Donc, ils ont une gestion où, effectivement, les limites, ils les voient bien. Nous, on les a aperçus en 2022, mais du fait d'une conjonction d'événements tout à fait exceptionnels. J'en profite pour dire que ça va mieux. RTE communiquera bientôt sur l'hiver prochain, etc. Donc, ce dont on parle aujourd'hui, il ne faut pas se dire « Ah, c'est la suite de 2022, c'est la suite des coWatt, il y a des problèmes de sécu ». Je ne vous parle pas de risque de coupure, là. Je vous parle juste d'une optimisation économique dans un système électrique qui se transforme dans sa nature, avec effectivement du photovoltaïque, de l'éolien, et qui offre beaucoup d'opportunités, mais qui a ses particularités, tout comme le nucléaire a ses particularités. Et c'est un phénomène mondial. C'est un phénomène mondial, c'est-à-dire que l'électricité disponible en journée, partout dans le monde, et pas cher, il y en a. Partout dans le monde, de plus en plus, il y a des moments où on en jette. On ne le dit pas comme ça, on dit prix négatif, ça fait très techno, ça fait très savant, mais en fait, on jette de l'électricité décarbonée quand même à ces moments-là. C'est ça qui se passe. On arrête des éoliennes, on arrête des panneaux solaires alors qu'on pourrait l'utiliser pour démarrer des moyens plus chers et carbonés quelques heures après. Et j'insiste sur la notion d'heure. Et c'est ça qui est nouveau pour moi, qui suis ces sujets depuis 30 ans. C'est qu'on n'a jamais eu ce sujet de se décaler de 2 heures, ça change tout. C'était une journée froide, une journée chaude, c'était des saisons, c'était week-end, semaine. Voilà. Mais là, on est vraiment à 2 heures près. Consommer à 17 heures, c'est pas comme consommer à 19 heures, mais pas du tout. Et c'est vrai partout dans le monde. Il y a des pays entiers qui installent des tonnes de batteries. En Californie, ils ont 10 gigawatts de batteries qui servent juste à faire la jonction entre l'énergie disponible à 16 heures et celle dont on a besoin à 19 heures. Juste parce que le soleil se couche. En fait, comme le soleil se couche partout dans le monde, c'est un problème assez général, et qui se lève aussi partout dans le monde, mais partout dans le monde, on a ces problèmes de pointe du matin et de pointe du soir. Et vu la raison, ça va durer. Peut-être un petit mot sur le signal prix. Il y avait des questions ? Non. Ça me donne l'opportunité de vous dire que nous avons 13 minutes de retard. Donc moi, ce que je veux vous proposer, c'est encore 3 minutes, et puis après, on laissera la parole à la salle. D'accord. Si ça vous va. 30 secondes. Sur le signal prix, ça a été dit ce matin, il y a le TURP aussi qui fait une part, on va dire un bon tiers du signal prix, avec une volonté de la Commission de régulation de l'énergie de revoir justement ces heures creuses, ces heures pleines, et on va amplifier en fin de compte le fait d'aller plutôt vers les heures creuses. Donc je vous incite à répondre à la consultation publique qui a été lancée par la CRE il y a 15 jours. Et donc, vous pouvez aller voir Yannick pour avoir la réponse. Répondez. C'est très important parce que je peux vous dire que des fois, les gestionnaires réseau, ils ne sont pas toujours d'accord avec ce que l'on propose. Donc, répondez. Ah, bah, c'est très bien. Donc, répondez à cette consultation publique. Par contre, je voulais revenir à ce qu'a dit tout à l'heure Marie. Le power ne doit pas être une contrainte, surtout pas. Je préfère que les data centers soient implémentés en France qu'en Allemagne ou ailleurs. Donc, ayons des data centers en France. Une petite chose que je n'ai pas dit en matière de spéculation, c'est vrai que les files d'attente, même côté production, il y a toujours eu de la spéculation, et il y en a certainement aussi côté consommation avec l'hydrogène, pour ne pas le citer. Vous savez qu'aujourd'hui, RTE a la possibilité de demander au préfet de modifier l'ordre des files d'attente. Donc ça, c'est une chose qui existe dans la loi APER. Donc si vous voyez que vous êtes derrière un projet qui n'avance pas, vous venez voir RTE. RTE fait un beau dossier auprès du préfet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a que le préfet qui peut modifier cette file d'attente, puisqu'il y a une égalité. On ne peut pas donner une priorité. La loi ne le prévoit pas aujourd'hui de donner une priorité au raccordement des data centers par rapport à d'autres usages. Mais sachez que ça existe.